À travers le monde, 425 bombes aux conséquences dramatiques sont réparties. Et pourtant, peu de personnes en parlent. Ces bombes ne sont pas mes cousines, mais bien des bombes de carbone, c'est-à-dire des projets d'extraction fossile qui vont émettre plus d'1 milliard de tonnes de CO2 dans le restant de leur vie. Mais pourquoi des bombes ? Parce qu'elles peuvent faire exploser l'accord de Paris à elles seules. Pour rappel, on n'est qu'à 1,2 degré de réchauffement climatique et cette année, c'est déjà un calvaire. On bat des records de catastrophes de tous les côtés. À Noël, on pourra s'offrir le Guinness World Record des anomalies climatiques, plus un petit tuba pour lutter contre l'élévation du niveau de la mer. Derrière ces bombes climatiques se cache évidemment la Triforce interdite, pétrole, gaz et charbon, mais aussi des banques, des assurances et d'autres entreprises. Pourtant, ces mêmes entreprises se disent net zéro d'ici 2050. Et pour ça, elles comptent grandement sur la compensation carbone. Une année historique. Car d'abord, du haut de mes 14 ans, je reçois le Graal de la technologie, c'est-à-dire l'iPod Touch, pour écouter du gradure. Sur du gradure, fais des pompes, des tractions. Mais surtout, année encore plus historique, parce qu'on signe l'accord de Paris. Tous les pays se mettent d'accord pour rester en dessous de 2 degrés, et si possible, en dessous de 1,5 degrés. Et pour ça, il faut être Net zero. Net zero. Net zero. Net zero. Net zero carbon emissions by 2050. net zéro, net zero. C'est quoi ça? En gros, une entreprise ou un pays se dit net zéro à partir du moment où ses émissions de gaz à effet de serre net est à zéro. Bah ouais, logique. Pour produire n'importe quoi d'utile dans notre société, comme de l'acier, du plastique, des chaussettes, il nous faut de l'énergie. Et pour ça, souvent, on va brûler des énergies fossiles, ce qui émet du CO2. Mais ce n'est pas que produire des choses qui émettent du CO2. Quasiment toute activité humaine va émettre du CO2. Rien que regarder cette vidéo YouTube, ça émet quand même du CO2. N'hésite pas à changer la résolution de la vidéo. Pour arriver à net zéro, il y a plusieurs méthodes. On peut soit baisser dramatiquement notre production, soit essayer de compenser une partie en passant aux énergies renouvelables, soit en passant par la compensation carbone. Comme séparer un Toulousain du terme chocolatine, il est très dur de séparer la société des énergies fossiles. Pour rappel, les énergies fossiles, c'est 80% de l'énergie mondiale. Par conséquent, le temps qu'on remplace cette méga machine infernale industrielle qu'on a faite, il nous faut des mécanismes de compensation. En tant qu'entreprise, du coup, pour contrebalancer nos propres émissions de CO2, on va financer la séquestration de carbone. Alors dit comme ça sonne comme une technique de torture indigène, mais la séquestration de carbone, ça limite le réchauffement climatique. Approuvé. Si vous deviez avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Invisibilité? Pouvoir voler? Se téléporter? Un vrai super pouvoir, c'est la photosynthèse. Ne me parlez pas de Batman, de Superman ou tout autre super-héros déguisé en slip et en collant. Les vrais super-héros de notre ère, c'est les arbres et les phytoplanctons et les sols et ceux qui arrivent à séquestrer le carbone ou alors à faire de la photosynthèse. Et oui, parmi toutes nos émissions humaines de CO2, la moitié reste malheureusement dans l'atmosphère, ce qui contribue aux gaz à effet de serre. Un quart va être dissous dans l'océan, ce qui va contribuer à son acidification. Et environ un quart seront captés par la photosynthèse, donc avec la végétation, les arbres, les forêts et les phytoplanctons. Donc les arbres, c'est très précieux pour capturer CO2. Comme nos tendres mamans, il s'agirait de mettre à l'abri nos forêts. Bingo, se disent les entreprises. Pas besoin de changer nos process, ni de diminuer nos productions. On va compenser tout ça avec les arbres. Planter, planter, planter. Produire, produire, produire. Planter, planter, planter. Produire, produire, produire. Vous sentez venir la douille ou pas? Parce que moi, jeune naïf que je suis, je me dis comme les entreprises. Si on peut planter des arbres pour capturer le CO2, bah parfait. Comme ça, on peut garder tous nos acquis, continuer notre production, nos revenus, payer Josiane de la compta, c'est génial. Pas si vite, Noé. En 1976, la France déclare une nouvelle devise avec la loi de la protection de la nature. Éviter, réduire, compenser. Vous l'aurez compris, les industries polluantes, au lieu de réduire leur production, elles reposent largement leur plan de net zéro sur la compensation. Et oui, maintenant on a des crédits carbone. Par exemple, si Jean le Craquito, l'agriculteur, prouve qu'il arrive à séquestrer 1 tonne de CO2, il peut mettre ce crédit carbone sur un marché qu'une entreprise polluante ou qui pollue trop va pouvoir acheter pour se dédouaner ou alors avoir un droit de polluer. Le marché comme solution au problème. Eh bien Frédéric H ne partage pas tout à fait cet avis. Seuls 2% des échanges de crédit carbone ont eu pour effet une réduction des émissions. 2%. Et bien si c'était ainsi, alors pourquoi Air France en 2020 ils ont mis sur leur site que le GIEC recommandait cette pratique? Eh bien Madame Valérie a dit que le GIEC ne faisait pas de recommandations, juste de la synthèse d'informations, et surtout ne soutenait pas du tout ses propositions. Mais c'est qui cette Madame Valérie qui se permet de juger là? PTDR, t'es qui? Pardon,
Toutes mes excuses, madame la coprésidente du GIEC. Mais alors, c'est quoi le problème avec la compensation carbone? Est-ce que Martine peut-elle vraiment s'en foutre d'être allée à l'iconique aéroport de Poitiers puisqu'elle a planté des arbres pour compenser son vol? Eh bien voyons ça. Premier hic. Aussi bien qu'en tant qu'être humain, il nous a fallu quelques années pour prononcer nos premiers mots et passer de mam à maman, les arbres plantés aujourd'hui mettront plusieurs dizaines d'années pour séquestrer les émissions actuelles. Alors que le CO2 émis dans l'atmosphère aujourd'hui, il arrive aujourd'hui et il reste plus de 100 ans dans l'atmosphère. Cette vieille branche. Malheureusement, à part dans Minecraft, un arbre, ça pousse pas en quelques clics. On n'a pas le temps de regarder pousser les arbres. Le GIEC est très clair là-dessus. C'est maintenant et dans les prochaines années qu'il faut faire des efforts drastiques de réduction d'émissions pour réussir à éviter des conséquences dramatiques de climat. Deuxième hic, les arbres ne stockent pas le carbone de manière permanente. Lors d'une situation stressante pour un humain, comme réciter sa poésie qu'on a appris la veille en panique devant des adolescents boutonnus en 5e, il n'est pas rare d'avoir des remontées gastriques, des sudations ou quelques flatulences. Et les arbres, ils sont sensibles aussi. Ils ont besoin de relâcher la pression. Lorsque la chaleur est trop élevée, nos super-héros n'ont pas de jambes pour courir à l'ombre. Et ça les stresse. Du coup, ils relâchent du CO2. Et c'est sans parler des risques d'incendie ou de méga-feux qui les anéantissent complètement. Et quand un arbre brûle, il relâche tout le CO2 en l'air. À titre d'exemple, les méga-feux du Canada qui ont brûlé plus ou moins 13 millions d'hectares, ça a relâché plus de 3,5 fois les émissions de CO2 de la France en une année. God damn! Mettons les darons à l'abri, mais surtout les forêts. Bon, maintenant, voyons dans les faits les projets de compensation carbone, si ça a marché ou pas. Parce que comme disait notre vieux tonton préféré bourré au whisky Winston Churchill, si belle que soit la stratégie, il faudrait à l'occasion examiner les résultats. Après le cirque Pinder, nous emmenons Martine au cirque du vent et de la flûte, où nos artistes des industries fossiles se démènent pour agir sans éthique. En premier lieu, le tour de magie des pétroliers Shell et Total. Notre premier magicien coquillage du nom de Shell prévoit selon ActionAid de compenser 120 millions de tonnes de CO2 avec la compensation carbone et de planter des arbres. Pour ce gigantesque tour de magie, le coquillage aura besoin de 12 millions d'hectares de forêt, qui équivaut, si vous suivez bien, presque à la surface brûlée au Canada. Ça fait beaucoup là, non? C'est aussi la superficie de 3 fois les Pays-Bas. 1, 2, 3... Pays-Bas. De son côté, le mystérieux magicien Total prévoit de planter 10 millions d'hectares d'arbres, selon un rapport des Amis de la Terre et d'autres ONG. La question de passe-passe est la suivante. Comment nos deux magiciens favoris vont-ils réussir à planter autant de millions d'hectares alors qu'ils n'ont pas les territoires pour? Le principe est simple. Prendre la terre aux populations locales, aux indigènes, pour pouvoir planter nos arbres. Bon, on comprend bien que cette ruée vers les terres risque irrémédiablement d'amener à une financiarisation accrue de la nature et une appropriation en large des territoires occupés par des populations locales. Ça impactera leur mode de vie sur tous les plans. Nourriture, logement, vêtements, chaussettes, qu'en sais-je. Bon, fini avec le numéro des magiciens. Voici un nouveau prestidigitateur, l'aéroport Heathrow. Heathrow, je sais pas comment on dit. L'aéroport de Heathrow, qui est déjà l'une des plus grandes sources d'émissions sur le territoire du Royaume-Uni, souhaite construire une troisième piste. Soucieuse des enjeux environnementaux, l'entreprise s'est donc engagée à investir des millions dans des projets de restauration et de préservation des tourbières, prenant donc pour leur compte des crédits carbone, comme on a vu tout à l'heure. Notre prestidigitateur aérien a oublié de préciser que sans son aide et ses millions, le gouvernement allait déjà investir de l'argent pour protéger ces mêmes tourbières. Dans ce cas-là, le projet de restauration et de préservation proposé par l'aéroport n'est pas additionnel. Ce qui veut dire que sans lui, la préservation se serait déjà faite. Quelle générosité de garantir la protection d'un espace qui allait déjà l'être. Double protection. Certains ont même la bonté de proposer des crédits carbone pour des espaces qui ne sont même pas en danger. C'est comme si moi, je me levais de ma chaise, je regardais en bas, je voyais mon arbre en dessous de chez moi et je disais « ça je protège ». Alors qu'il est même pas en danger. Mes voisins sont très sympas, ils n'ont pas de tronçonneuse, ils ne vont pas le couper. Allez, je veux mon crédit carbone là, je le protège cet arbre, d'accord? Bienvenue dans le cirque du vent et de la flûte. Autre problème, il est impossible d'établir une équivalence entre une tonne de CO2 émise par la combustion d'énergie fossile et une tonne de CO2 séquestrée ou évitée par des projets forestiers. En effet, l'équivalence ne prend pas en compte les externalités négatives pour l'environnement, pour la santé, la pollution, les impacts socio-économiques qu'on connaît tous. En gros, on compare pas des tomates et des carottes, ni du fenouil et des choux-fleurs.
Nous approchons la fin du spectacle du cirque, du vent et de la flûte. Analysons maintenant les rapports, les bilans et les méta-analyses, la connaissance que nous avons sur l'efficacité des projets de compensation carbone, de crédit carbone liés aux projets forestiers. Selon une étude du Guardian, 90% des crédits carbone proposés par le numéro 1 mondial, c'est du vent et de la flûte. Selon l'ONG Compensate, leader pour établir des critères de crédit carbone efficaces, 90% des projets évalués ne respectent pas ces critères. Selon l'ONG Transport et Environnement, 85% des projets de compensation utilisés par l'Union européenne dans le cadre du mécanisme de développement propre par les Nations Unies, c'est aussi du pipeau. Je propose donc qu'on renomme ces crédits carbone liés à ces projets Serge. Serge le mytho. Je suis vénère. Pourquoi t'es vénère, Serge? Tu veux peut-être dire Serge le mytho? Pas que c'est comme ça que vous m'appelez. En gros, on a bien compris que quand une entreprise se repose essentiellement sur de la compensation pour être net zéro en 2050, en fait, elle est en train de nous dire « Je leur pisse au cul ». Le principe de la compensation, c'est la certitude qu'on détruise l'environnement aujourd'hui avec une potentialité peut-être éventuellement de restaurer nos dégâts plus tard. Si la compensation carbone c'était un casino, moi j'irais pas. Alors désolé Martine, même si tu es rempli de bonnes intentions quand tu vas à Poitiers, non, on ne s'en fout pas de prendre l'avion. Voilà Martine, bien mieux d'aller dans notre destination de rêve Poitiers sur les rails. En plus, dans le Ouigo, t'as le wifi gratuit. Si c'est pas la belle vie ça. Bon, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Planter des arbres, c'est pas forcément mauvais. Il y a une bonne démarche pour faire de la bonne compensation. Pour ça, il faut être additionnel. Ça veut dire que si on finance pas le projet, il est peu probable que celui-ci se finance. Par exemple, si moi je consomme ou j'achète pas les confitures faites par ma maman, il est très peu probable que quelqu'un d'autre les achète. Parce que oui, ma mère fait aussi bien des confitures que moi je parle japonais. Dans ce cas-là, j'aurais prouvé mon additionnalité parce que sans moi, les confitures resteront au placard. Être permanent. Avec les projets, il faut garantir un emprisonnement d'une minimum de centaines d'années, c'est-à-dire le temps que le CO2 reste dans l'air. Si possible, le carbone, on lui met une peine à perpétuité. Il faut aussi ne pas entraîner un déplacement des émissions ailleurs, comme la coupe d'une autre forêt. Claquer son voisin de gauche en compensant en faisant un câlin à son mec de droite, éthiquement, c'est discutable. On l'a vu tout à l'heure, il faut être approuvé par les populations locales ou indigènes qui occuperaient les endroits. N'être utilisé que pour les véritables émissions résiduelles difficiles à enlever. Parce que oui, c'est pas parce que vous faites une bonne action que vous devez esquiver vos responsabilités. C'est pas parce que j'ai aidé ma maman qui sait pas faire de la confiture à étendre le linge que je vais éviter ma corvée de ménage et de vaisselle. Malheureusement, les projets de compensation qui remplissent tous ces critères, c'est aussi rare qu'un Pokémon shiny. Quoi? Mais non. En d'autres mots, les crédits carbone, c'est comme cette chemise à fleurs que t'as vue au magasin en solde. Sur le plan, ça a l'air beau, mais en réalité, il y a très peu de chances que ça marche bien. Qu'est-ce qui est important dans un couple et pour une entreprise? La communication. Honnêteté et transparence sont les clés de cette communication selon la Net Zero Initiative proposée par le cabinet Carbone 4. En fait, quand une entreprise se dit qu'elle est net zéro, ce serait plus authentique et pertinent de dire qu'elle contribue à la neutralité carbone mondiale. Et surtout, il faut toujours garder l'ordre des priorités. Éviter, réduire, compenser. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup trop d'énergie polluante se reposent sur la compensation et ne veulent pas remettre en question leur mode d'exploitation. Donc, la compensation telle qu'elle est utilisée aujourd'hui laisse penser à tort que les impacts du business as usual pourraient simplement être annulés par la magie compensatoire du cirque, du vent et de la flûte. Pour tenter de stabiliser le climat, c'est maintenant. D'ici 2030, on doit avoir réduit nos émissions de plus d'un tiers, voire un demi. Et en même temps, il faut restaurer les forêts, lutter contre la déforestation et planter des nouveaux arbres. Mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est tous ensemble et d'abord la réduction d'émissions. Bon, bien évidemment, je pense à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'échelle individuelle? Eh bien, on peut soutenir des ONG comme Compensate ou All for Trees qui dénoncent les compensations carbone délétères et qui mettent l'accent sur la bonne compensation carbone et la bonne préservation des forêts. Pour en apprendre plus sur la déforestation, vous pouvez faire la fresque de la forêt. Et en dernier lieu, vous pouvez vous rendre compte de votre impact individuel sur les forêts avec le fameux site de l'empreinte forêt. La mienne est à 259 mètres carrés, ça fait une belle villa quand même. Bon les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait plaisir. Bon, c'était que 15 minutes, donc forcément j'ai dû oublier quelque chose. Parfois j'ai dû faire un peu des imprécisions, aller vite sur certains sujets. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou quoi, les mettre. Ça me fera plaisir de les lire. Et mettez bien la chaîne Limite, on n'oublie pas, on vise les 100 000 abonnés minimum cette année. Donc voilà, soutenez l'effort de Limite, soutenez nos vidéos, nos projets. En tout cas, il y a du lourd qui arrive pour la suite de l'année. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous pensez que je devrais me pencher, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Et d'ici là, on se revoit bientôt. En zen!